Salut tout le monde, eh oui, c'est le retour déjà, bienvenue dans 50% Matos saison 2, épisode 1, donc comme d'hab, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo, toujours en compagnie de Douglas. Comment ça va ? Salut Damien, salut tout le monde. Écoute, ça va super, la rentrée est là, on revient gonflé à bloc après avoir pris un petit peu de vacances, un peu coupé pendant une quinzaine de jours. Plein d'énergie, plein de nouveaux projets pour cette fin d'année, et puis vraiment très très content de me retrouver encore une fois avec toi pour cette deuxième saison de 50% Matos. Ouais, bah écoute, pareil, moi j'ai pris, même si bon, à partir du moment où l'école s'arrête, c'est clair que j'ai les enfants un peu sur le dos, entre guillemets, hein, donc il y a 2 semaines, 3 semaines, t'en profites à fond, et le reste du temps, tu survis avec les enfants à côté, quoi. Donc la rentrée a quand même fait du bien, et ça permet de retravailler à 100% depuis la première fois depuis 2 mois. Ouais, il y a une, j'imagine t'as fait t'as fait quelques tests un peu plus approfondis des nouveautés dont on a pas mal parlé. Il y a eu un été assez dingue en France avec les JO et avec du coup voilà, c'est le contenu du podcast d'aujourd'hui, mais on a vécu des choses assez incroyables pendant cet été. Ouais, et justement en fait, je me suis dit, est-ce qu'on reprend avec un épisode normal ou est-ce qu'on fait un truc un peu spécial, parce que moi, j'ai eu l'impression, là, durant l'été, de vivre une célébration de la photo et de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a eu que des événements de fou. Ça a commencé par la dissolution de l'Assemblée. On a eu le Tour de France. On a eu l'Euro, la tentative d'assassinat sur Incroyable. Trump. On a eu les Jeux Olympiques. Et tous ces événements-là, ils ont été racontés grâce à la photo et grâce à la vidéo. Et je me suis dit, quand même, on va faire un épisode spécial. On va regarder avec un œil avisé toutes les photos les plus marquantes de ces événements-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre ensemble. On va voir que il y a certaines photos, il y a eu des débats, est-ce que c'est truqué ou pas ? On va rentrer dans les coulisses grâce à certains reportages que j'ai pu trouver. On va voir qu'il y a un type de photo en particulier qui a émergé aux Jeux Olympiques et est devenu beaucoup plus populaire. On va voir tout ce que les constructeurs avaient amené sur place, tout ce qui avait été mis en place. On va voir la vie des photographes de sport sur place. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire liées à ces événements-là qu'on va en faire un épisode vraiment spécial. Ce podcast, pour rappel, il est disponible au format audio sur toutes les plateformes. Donc, vous l'avez sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google, partout. Et pour rappel, on a mis en place un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages vocaux. Et il y a un lien dans la description. Dès le prochain épisode, on reprendra un format plus traditionnel et on écoutera vos messages. Et le premier événement sur lequel je voulais revenir, c'était le Tour de France. Là aussi, on a vu beaucoup de belles photos. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même énormément, souvent l'avant-plan est extrêmement réduit, vraiment à sa portion la plus congrue. Là, on voit que probablement, ça, je pense que ça va être le toit d'une voiture ou quelque chose comme ça qui arrive sur la route. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué énormément sur les photos du Tour de France. Vous voyez, à chaque fois, là, on a l'impression qu'ils sont en train de rouler quasiment dans le vide. Regardez, cette photo-là, c'est la même chose. Et à chaque fois, c'est le cycliste presque. On a l'impression qu'il est en train de... pas de conduire, mais il est en train de rouler, voilà, c'est ça le mot. Il est en train de rouler, on ne sait pas trop où exactement. Alors, parfois, elle est présente, mais c'est minimal. Et parfois, ils ont même fait, je pense que ça, c'est des jeux avec des miroirs, pour que la route complètement disparaisse. Ça, c'est vraiment parmi les meilleures photos du Tour de France que j'ai vues cette année. C'est un effet qui a été visiblement beaucoup recherché. Le reste, on a vu pas mal de focales comme ça, où encore une fois, on fait disparaître la route. Et là, je pense que c'est à 600 mm parce que la montagne, elle est énormément grossie derrière et on voit vraiment le coureur face aux éléments. Après, il y a les photos plus classiques, où c'est principalement la lumière ici en Italie. Il y a celles plus cocasses où on a les deux têtes qui sont réunies et qui forment qu'une tête. Et après, il y a celles évidemment qui rendent compte aussi de l'ambiance et des spectateurs. Avec ici le contre-la-montre, le petit garçon qui le regarde sur le bord de la route. La composition est évidemment équilibrée. Et les gens qui se sont installés pour manger ici devant le Tour de France. Il y a celles avec qui rendent hommage plutôt au temps et aux nuages. Et évidemment, le noir et blanc aussi est présent avec des noirs et blancs qui sont très contrastés et qui dramatisent évidemment la scène. Donc des photos évidemment de qualité, on va en parler sur les JO, mais qui parfois font un zoom sur un élément particulier de la scène. Je dis souvent photographier, c'est choisir, et donc c'est à un moment donné couper l'image dans son cadre pour donner plus d'importance sur un endroit particulier, et c'était le cas ici. La même chose sur ce peloton ici, il y a un vrai choix de couper comme ça encore une fois les roues. Et je suis allé voir sur l'Instagram du photographe pour vérifier si elle était vraiment intentionnellement prise comme ça, et c'était le cas. Donc pour ceux qui connaissent pas cette technique-là, ça s'appelle utiliser l'espace négatif.
Et je me suis aperçu qu'énormément de photographes de sport qui couvraient le Tour de France font des photos comme ça. Probablement pour avoir des photos qui sortent de l'ordinaire, je pense. Bon, et puis l'autre événement marquant de cet été, c'est la tentative d'assassinat de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui a forcément ça a un impact mondial et où on a des images qui sont ressorties qui resteront à coup sûr dans l'histoire. Et c'est vrai que ce qui a été assez frappant, c'est que bien évidemment dès que ça s'est passé, on a tout de suite des premières images qui sont arrivées, qui ont tout de suite été qui ont relayé énormément, notamment celle où on voit le président Trump avec le visage ensanglanté, le poing levé et en arrière-plan le drapeau américain. Je crois qu'on a l'image un tout petit peu après. Et puis plus les minutes se sont passées, plus les heures se sont passées. Voilà, pour moi c'est celle-ci que je trouve vraiment iconique, on va dire, et qui restera dans les livres d'histoire, qu'on retrouvera dans les livres d'histoire dans les prochaines années. Et puis plus le temps est passé, plus on a eu des images. Il y a également, si on remonte un tout petit peu, il y en a une que je trouve hyper pas dire intéressante, mais que je trouve assez marquante. C'est celle où il est au sol. On a une lumière uniquement sur son visage qui est assez incroyable. Voilà, c'est celle-ci, moi, que je trouve assez dingue. Et puis voilà, on a eu après coup, on a eu les photos, et puis après on a eu un petit peu entre guillemets le behind the scene. On a vu de la vidéo pour le coup avec vraiment la manière dont les photographes ont réagi au moment où ça s'est passé. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ça et de voir un petit peu l'envers du décor du photojournalisme et comment réagir dans des moments aussi imprévisibles et aussi graves que ce qui s'est passé là. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'utilisation en fait du POV avec l'utilisation par ce photographe-là de ces Ray-Ban Meta. Ouais, l'aspect technique de tout ça est assez fou et on voit que les nouvelles technologies aident quand même. En l'occurrence, là, on voit que l'appareil utilisé est le Sony A9 III, donc le dernier né de chez Sony qui capture des images à 120 images par seconde. Il utilise effectivement donc ces lunettes comme caméra. C'est des lunettes que j'ai à la maison que je voulais utiliser, mais que finalement, je n'utilise pas tant que ça parce qu'elles ne filment pas en 16/9, elles filment qu'en vertical comme ça pour les réseaux sociaux. Donc là, c'est parfait dans son cas pour montrer un peu. On voit qu'il n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Il ne sait pas trop ce qui se passe, il n'a pas le temps de se couvrir. On les voit d'ailleurs dans la vidéo d'avant où en fait, ils se précipitent sur l'action pour aller chercher leur composition sans se préoccuper de qui tire pas, qu'est-ce qui se passe. Ils se contentent juste, les mecs, d'aller chercher leurs photos. Ce photographe-là qui s'appelle Evan Vucci, il a déjà gagné un Pulitzer. Donc on n'est pas sur n'importe quel photographe, je veux dire, on est sur quelqu'un qui est déjà très impliqué dans son métier. Et effectivement, on le voit aller chercher cette image-là avec une autre image marquante qu'ils ont pris évidemment sans s'en rendre compte. C'est un photographe qui s'appelle Doot Mills. On voit la balle derrière, c'est-à-dire qu'on est encore au moment du discours, donc ils savent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ça veut dire que dans l'attitude du reporter, il mitraille de photos en permanence. Parce que s'il se passe un truc, ils ont les photos. Et là, grâce à la grande cadence d'image du Sony A9 III, il arrive à avoir un shoot à un moment donné où on voit la balle qui passe effectivement derrière. Et effectivement, ça permet de rendre compte. Et c'est pareil, cette photo-là, j'ai lu une interview de lui qui explique que c'est l'appareil qui détecte l'œil et qui met la mise au point sur l'œil automatiquement sans qu'il fasse quasiment rien. Et il dit cette photo, il ne sait pas si sans la technologie de la détection de l'œil aussi rapidement, il aurait eu cette photo. Il n'est pas certain. Clairement, la technologie apporte, c'est grâce à la technologie qu'on a des images comme ça, aussi bien la détection des yeux sur la photo qu'on a vue juste avant que la rafale. C'est vrai que la rafale en 120 images secondes a forcément permis d'avoir l'image parfaite parce que sur cette série de photos-là, on le voit, on le voit en backstage, on va dire, on le voit mitrailler en permanence. Donc c'est sûr que forcément, ça a aidé à avoir le cliché qui reste dans l'histoire. Ouais, et on va parler justement de la technologie, cette fois-ci sur un événement beaucoup plus positif, les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris. Alors, évidemment, on a eu des dizaines de milliers de photos. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à la maison, mais moi, j'ai suivi ça ultra intensément. Je me suis régalé. Et donc, c'est un plaisir forcément de vous parler de ça. On va essayer d'en parler, pas sous l'angle du sport, mais sous l'angle de la photographie et de la vidéo et des challenges que ça a posé à différents types d'acteurs auxquels on ne pense pas forcément, puisque nous, on était là en tant que consommateurs de médias, mais il y a énormément de gens qui travaillaient pour que tout ça puisse être possible.
Donc, quelques moments là que je passe rapidement, hein, des photos emblématiques de ces Jeux Olympiques. On va rentrer dans les coulisses. Ça, c'est les belles photos, entre guillemets. On va aussi essayer de voir les coulisses. Là, j'ai pris pour imager les coulisses cette photo-là, mais c'est les chevaux qui vont faire. C'est un avion qui s'appelle le Air Force One qui est là pour amener les chevaux aux Jeux Olympiques. C'est le genre de truc où on va essayer de rentrer un peu dans les coulisses des photographes aux Jeux Olympiques. On commence par Teddy Riner, puisque les JO, ils ont commencé quand même avec le judo. Et effectivement, il y a eu cette altercation, je crois que c'était en demi-finale contre le Géorgien, avec cette photo-là, où on a l'impression que littéralement, Teddy Riner, il est monté sur l'autre. Et c'est suivi d'une autre photo où on voit il est en train de tirer la langue parce qu'il a gagné. Et c'est vrai que l'expression, la photo, elle est absolument dingue. Et on imagine à quel point ça doit mitrailler pour espérer avoir... C'est vrai que le changement de photo entre cette première photo-là, puis ensuite la photo où il tire la langue, c'est pas du tout la même photo et les émotions passent pas du tout de la même manière. Donc, vraiment sympa de revoir ce genre de photo-là. Ensuite, on a eu cette photo-là qui a fait énormément parler parce qu'on voit le Florent Manodou, donc, qui avant sa finale aux 50 mètres, se tape sur le pec et littéralement, il déforme son pec. C'est un truc de malade. Beaucoup ont dit qu'elle est truquée. Depuis, il y a eu pas mal de photos qui montrent en fait d'autres angles. C'est-à-dire que la même photo, mais prise avec d'autres angles qui montrent que, a priori, c'est pas si truqué que ça. Là, on voit bien hein, la peau qui se déforme, le pli le pec. Donc, a priori, c'est pas du tout une photo truquée. Mais là, encore une fois, c'est pas fait avec une rafale à 10 images par seconde. C'est un instant ultra fugace qui est capturé, qui est figé, quoi. C'est un peu comme une photo. C'est un peu comme dans la boxe, en fait. T'as l'impression qu'avec ces nouveaux boîtiers avec des rafales phénoménales, t'arrives à avoir des décompositions sur le visage, sur la peau, et qui donnent des images incroyables comme ça. Et c'est des choses clairement, moi, je voyais pas avant. Ouais. Et on en parlera, je pense que les photographes, ils se régalent parce que ça leur permet de faire des images qui étaient quasiment impossibles. Avant, il fallait énormément de chance pour arriver à voir ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de la chance. Certains diront, mais ça tue le plaisir, mais le photographe qui vient travailler, il est sûr d'avoir son image, quoi. Les Jeux Olympiques de Paris, et c'est pas le cas toujours de tous les Jeux Olympiques, c'était aussi des Jeux Olympiques dans lesquels les gens ont fait de la photo, presque de paysage. C'est-à-dire que non seulement ils photographiaient le sport, mais habituellement ils photographient que les sportifs. Là, les photographes de sport qui sont venus à Paris 2024, ils avaient vraiment envie de mettre la Tour Eiffel. Ce terrain de volley était absolument dingue, le Grand Palais était absolument dingue. Et en fait, ils se sont retrouvés à avoir un challenge supplémentaire de savoir comment je recadre finalement, je montre l'environnement dans lequel se trouve le sportif. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est quasiment une des éditions des Jeux Olympiques où ils ont le plus utilisé de grands angles. Habituellement, ils utilisent quasiment exclusivement des longs télézooms. Et là, il y a eu beaucoup de demandes pour les grands angles. Et notamment, ce site-là, sur le volley, était pris d'assaut par les photographes où il y avait tous les soirs 50, 60 photographes qui étaient là pour essayer de faire la même photo. Non, mais c'est vrai que 2 secondes pour parler autre chose que directement de photos. C'est vrai que nous, Français, on a souvent tendance à râler. Et moi, le premier, les JO, honnêtement, j'étais le premier à m'inquiéter un petit peu de l'organisation, de comment ça allait se passer. On a vu que beaucoup de Parisiens sont partis. Au final, ils ont regretté parce que ça a été incroyable. Et j'ai été très critique au départ et un peu anxieux de comment ça allait se passer. Et dès les premiers jours, on a échangé quotidiennement, Damien, on s'envoyait des messages, que ce soit sur les épreuves ou que ce soit sur les photos qu'on a vues. Mais je pense, en tout cas, moi, j'ai une trentaine d'années, c'est les plus beaux Jeux Olympiques que j'ai vus dans ma vie. Il y a des images, c'est idyllique, c'est extraordinaire. Et quand on voit le tweet, là, en l'occurrence, de cette dame qui dit Los Angeles 2028, you have a problem. C'est pour moi, pour aller dépasser en termes d'image, d'organisation et du coup parce qu'au final, qu'est-ce qui va rester? C'est les images. Et quand on voit ça, effectivement, on se dit que ça va être très, très compliqué d'aller faire mieux. Bon, évidemment, on a eu plein de belles images issues du saut à la perche. Je les passe, j'en ai sélectionné 2. Une où on voit un peu plus l'environnement avec les gens.
Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, les photographes sont moins prioritaires que la télé. Donc les Jeux Olympiques sont faits avant tout pour la diffusion télé. Donc c'est la diffusion télé qui sera toujours devant les photographes et les photographes sont reliés au deuxième plan et généralement il y a 2 niveaux de photographes. Il y a les photographes qui sont accrédités pour être vraiment au plus proche que c'est possible, mais derrière la télé. Et ensuite, il y a une deuxième accréditation. En gros, les photographes sont relégués un peu plus loin. Là, on voit bien le sportif, la télé qui est au plus proche avec quelqu'un qui a une perche pour prendre le son, et les photographes qui sont derrière et le public qui est derrière. Et une photo qui est plus centrée sur l'action, cette fois-ci, où on voit le moment où il passe avec la perche. On va rentrer dans les coulisses grâce à Phototrend qui a eu l'occasion d'aller visiter l'espace qui était réservé aux marques. Donc en l'occurrence, il y avait 3 marques qui avaient leur espace, donc Canon, Nikon et Sony. Ils étaient installés à ce qu'on appelait le centre des médias. Donc Phototrend nous permet de rentrer là-dedans. Il faut savoir qu'il y a 1400 photographes qui sont accrédités par les Jeux Olympiques. 1400 photographes, ça fait un paquet d'appareils photo et d'objectifs à avoir. Et c'est des professionnels qui vont travailler du matin au soir dans des conditions très exigeantes, pas extrêmes parce qu'il n'y a pas de problème de température, mais exigeantes dans le sens où ils peuvent pas se louper et il faut que la photo, 1 minute après le truc, il faut que ça soit en une sur l'équipe et sur quasiment tous les journaux du monde entier. Donc c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que 3 constructeurs, Canon, Sony et Nikon, qui ont disposé comme ça d'un lieu de stockage, qui ont fait venir du personnel du monde entier qui était réuni au centre de presse qui était au Palais des Congrès de Paris. C'est un centre qui était ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 23h. Et en plus d'avoir un lieu de stockage dans lequel ils avaient amené du matériel, il y avait aussi des techniciens, des ingénieurs japonais qui étaient sur place, qui étaient capables de réparer n'importe quel matériel. Et pas que le matériel prêté. On va en parler, mais il y a des photographes qui emmagasinent finalement pendant 3 ou 4 ans du matériel qui est tombé en panne et qu'ils ramènent aux marques sur les Jeux Olympiques en se disant ils vont se débrouiller pour me le réparer sur place pendant les Jeux Olympiques. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez l'accréditation, et l'accréditation, elle est délivrée par le CIO, en gros, l'accréditation vous donne droit à prendre n'importe quel matériel chez Sony, Canon ou Nikon. C'est aussi simple que ça, et sans caution. Vous prenez n'importe quel matériel. Et alors, évidemment, il y a une base. Je crois que la base, c'est 1 boîtier, 2 objectifs et 1 accessoire. Mais c'est sans caution. Ils vous font confiance. Canon, certains en commentaire, là, quand j'ai fait le test du R5 Mark II, me disent « Mais Damien, tu nous dis n'importe quoi. Le R5 Mark II et le R1, ils ne sont pas sortis. Ils ne peuvent pas être au JO. Qu'est-ce que tu racontes ?» Canon avait amené l'équivalent de 100 Canon R1. Et moi, Canon m'a même parlé de 200 plutôt Canon R1. 100 Canon R5 Mark II. Donc évidemment, le R1 et le R5 Mark II, ils ne sont pas sortis pour le grand public, mais ils étaient bien au JO de Paris. Et moi, quand je suis allé à l'événement de lancement presse à Munich, quasiment tout le stock de Canon R1 était à Munich pour ce lancement de presse. Et il y avait des Japonais sur place qui récupéraient tous les boîtiers que nous, on a utilisés. Il y avait des grosses étiquettes JO de Paris 2024. Ça partait à Paris direct. Nikon, toujours évidemment. Des images impressionnantes d'ailleurs, de voir ces étagères remplies de matos. Là, il faut imaginer que c'est le stock mondial en fait. C'est-à-dire que Canon ne pouvait pas amener un R1 ou un R5 Mark II de plus et qu'ils n'en avaient pas plus. Tout ce qu'ils avaient. D'ailleurs, c'est aussi les retours qu'on avait nous à l'échelle française des marques. Il se peut que parfois on ait des besoins de prêt pour un photographe ou autre, et les réponses à chaque fois, c'est non, mais là, c'est période de JO, on n'a pas un produit, on n'a pas une optique à vous prêter. Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. L'intégralité du stock, il est mis là-bas. Nikon avait misé sur 200 Z9 et 100 Z8. Donc voilà, les gros boîtiers chez Nikon. Bon, 50 Z6 III, on voit bien que c'est pas la priorité. Et évidemment, Sony, c'était le Alpha One et le A9 III, évidemment. Et après, ils avaient des stratégies qui étaient un peu différentes. C'est-à-dire que Sony avait pris pour le parti de dire nous, quand on vous prête du matériel, c'est pour toute la durée de la compétition. Peut-être une stratégie qui disait ça permet aux photographes de l'utiliser vraiment pendant 15 jours et de se faire un vrai avis. Je pense que Sony avait plus à jouer probablement dans ces Jeux Olympiques que Canon et Nikon parce que Sony est toujours en position de challenger dans ce milieu-là. Et les photographes qui étaient sur place m'ont dit qu'il y avait quand même une proportion de Canon très importante
Nikon un peu moins importante et Sony quand même bien moins important que en proportion de photographes qui utilisaient ce matériel-là, hein, j'entends, hein, chez les professionnels que Canon et que Nikon. Donc peut-être que Sony a un intérêt à convaincre ces gens-là en leur prêtant le matériel, en leur faisant essayer sur toute la durée de la compétition. Parce que chez Canon, de mémoire, c'était des prêts de 24 heures. Là, sur l'article, il y a marqué que Canon et Nikon, c'est des prêts à la journée, voire 48 heures, mais pas plus. Donc, il fallait sans arrêt ramener le matériel. C'est fastidieux aussi pour les photographes. Il faut savoir que c'est les premiers Jeux Olympiques où cette fois-ci, c'est fini pour de vrai les réflexes. 90% des demandes concernent les hybrides. Il y avait très peu, par exemple, chez Canon, ils avaient amené quelques 1DX Mark III et Canon dit avoir surestimé la demande. C'est-à-dire que il n'y a vraiment pas grand monde qui vient chercher ça. Nikon avait que 15 Nikon D6 hein, pour les Jeux Olympiques. 15 unités, ça fait vraiment pas beaucoup. Et en termes d'objectifs, c'est surtout les longues focales lumineuses. Apparemment, la star chez Canon, c'était le 100-300 f2.8. Ils étaient venus avec 50 100-300 2.8. Et chez Nikon, c'est rigolo, l'article dit que, en gros, comme ils n'ont pas encore fait la version hybride, en fait, ils se reposent sur une optique qui était basée pour les réflexes, un 120-300 f2.8 qui était adapté grâce à une bague FTZ. Et évidemment, après, il y a du 400-2.8, il y a du 600 f4, ça c'est dans toutes les marques. Il y a aussi des ultra grands angles. Canon avait amené aussi des 800, des 1200, enfin bon, je ne vais pas continuer le catalogue, il y a tout en fait. C'est-à-dire que tous les matériels du monde, leur stock Japon, ils sont ici. Et évidemment, avec des ateliers de réparation gratuite, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens du monde entier qui sont venus sur place et qui sont là pour essayer de réparer n'importe quel matériel avec Ils ont le stock de pièces détachées directement sur place, prêt à disposer. Et Canon avait même un espace avec une mire et un éclairage pour recalibrer tout directement sur place. Ouais, c'est noté dans l'article, ils sont capables sur site de changer même les capteurs. Donc, c'est-à-dire même la pièce maîtresse de l'appareil photo, qui est quand même l'intervention la plus délicate, on va dire, c'était possible de le faire sur place et gratuitement en plus. Ouais, et ils disent effectivement que il y a certains photographes qui, là, par exemple, ils prennent le cas de quelqu'un qui a ramené un Canon EF 400 mm f2.8 de 1999 qui pèse 5,37 kg. Incroyable. 5,37 kg l'optique. Il faut avoir envie quand même. Mais effectivement, les photographes, ils en profitent pour revenir avec ce matériel-là et le faire réparer très gratuitement, sans problème, pendant qu'eux, ils sont en train de travailler. Et l'autre aspect de ce centre-là, c'est des retours constructeurs. C'est-à-dire que, et notamment Nikon, avait une équipe qui était dédiée sur le site, juste pour parler avec les photographes qui avaient utilisé le matériel et pour voir comment ils pourraient l'améliorer. Parce qu'évidemment, c'est probablement le seul événement tous les 4 ans où on a des photographes du monde entier qui, pendant 15 jours, photographient des sports et peuvent dire, il y a ça qui a marché, c'est ça qui a moins bien marché, je suis pas trop content de ça, vous pourriez améliorer ceci. Et donc, c'est un rôle important qu'ils avaient au Palais des Congrès et ça a mobilisé vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Allez, 3 photos de la cérémonie. C'est des photos qui sont absolument magnifiques. C'était pas facile pour les photographes, cette cérémonie d'ouverture. J'ai lu énormément de critiques de photographes étrangers parce que certes, on a des belles photos, mais en même temps, pour les photographes qui étaient sur place, c'était la première fois qu'une cérémonie était impossible à capturer en fait. C'est-à-dire que comme c'était une cérémonie qui bougeait sur la scène, un photographe qui était à un endroit précis, il pouvait prendre qu'une seule photo quasiment de toute la soirée. Et il y avait tellement de monde avec ces zones rouges et compagnie que le photographe, il ne pouvait pas suivre la cérémonie. En plus, évidemment, comme tout était dans le plus grand secret, était diffusé dans tout Paris, ceux qui étaient au Champ de Mars, ils ne pouvaient pas être à l'Arc de Triomphe et compagnie, en fait. Donc, extrêmement difficile pour les photographes à photographier. Et j'ai lu vraiment énormément de frustration sur cette cérémonie-là parce que un enfer pour les photographes à vivre et très frustrant, en fait, de se dire que finalement, tu finis la cérémonie qu'avec une seule photo. Tu peux pas tout couvrir, c'est impossible. Tu finis. Ouais, mais c'est même pas, tu peux pas couvrir, tu couvres quasiment rien. Tu couvres un tableau à un moment donné sur un truc qui dure 4 heures et après ton boulot, il est fini. C'était frustrant, mais il y a des belles photos et notamment par cette vasque qui a été plus qu'une réussite, je pense, une surprise pour tout le monde. Que ça soit le moment où il l'enflamme on voit d'ailleurs que ça a été dur pour la dynamique, parce que j'imagine bien que
Ici, le blanc cramé, ils s'en seraient passés s'ils avaient pu. Donc, signe qu'il y a encore des améliorations possibles, je pense, en qualité d'image, et on serait toujours preneur de plus de dynamique. Mais c'est vrai que ce moment-là où la vasque s'enflamme et ensuite s'élève dans le ciel pour la première fois, et certains, évidemment, ont mis en relation la tour Eiffel avec le laser. C'est le laser qui tourne, hein, mais figé sur ce moment-là, on a l'impression qu'il est pointé sur la vasque olympique. Donc ça a fait quand même des belles images, cette cérémonie-là. C'est une cérémonie qui a posé énormément de problèmes aux agences de presse. Parce que là, on a parlé des photographes de sport, on a parlé des constructeurs qui fournissent le matériel aux photographes de sport. Mais il y a un troisième élément dont on parle très peu, c'est les agences de presse. Encore une fois, c'est un article de Phototrend qui a interviewé l'agence Sipa Press, qui est une des plus grosses agences de presse qui fournit des photos au monde entier. Hein. C'est eux notamment qui fournissent AP aux États-Unis. Et en fait, il faut imaginer que la manière dont ça se passe, le photographe fait la photo sur le terrain. La photo, si vous êtes dans un événement comme la cérémonie d'ouverture, elle arrive directement à l'agence de presse. C'est-à-dire que le photographe n'a pas le temps de trier. Toutes les photos arrivent à l'agence de presse et à l'intérieur de l'agence de presse, vous avez des gens qui sont là pour trier. Donc, le but de cette agence de presse, c'est d'arriver à démontrer leur excellence en fournissant les clichés les plus exigeants à leurs clients et d'arriver à traiter, là par exemple, les JO, c'est à peu près 35 000 images qui doivent être traitées tous les jours. Et il y a 20 personnes dans les bureaux de l'agence de presse, donc dans le 16e arrondissement de Paris, qui sont là uniquement pour arriver à traiter ces images-là et à dire lesquelles sont les bonnes, lesquelles ne sont pas les bonnes, et à mettre ça à disposition de leurs clients dans un laps de temps qui est de l'ordre de la minute. C'est-à-dire que quand Léon Marchand fait son exploit et arrive tout seul, c'est pas 2 jours après ou même 1 heure après qu'on en a besoin. C'est 5 minutes après, il faut que ça soit en ligne sur tous les sites de sport de la planète. Donc en l'occurrence, les photographes de l'agence, ils sont équipés de boîtiers et ils sont accompagnés d'une connexion 5G. C'est-à-dire que les clichés sont directement envoyés à l'agence en JPEG et entre la capture de la photo et la livraison au client, il n'y a que quelques minutes qui se passent entre les deux. Et le flux de production, il n'est pas comme ça sur toutes les épreuves. Typiquement sur des épreuves hippiques ou des choses qui sont un peu moins suivies, on n'a pas les mêmes process que sur la cérémonie d'ouverture. Et dans le cas où on n'est pas en flux accéléré, où on n'est pas sur un événement où on est à la minute près, normalement, c'est le photographe qui fait ses photos. Une fois terminé, le photographe, il fait sa sélection de photos. Et avant d'envoyer ses images, c'est charge au photographe de légender ses photos. Donc, c'est le rôle du photographe de rédiger une légende pour chacune de ses photos, de connaître le nom des joueurs, enfin, de faire tous les tags, en fait, qui vont permettre ensuite de pouvoir retrouver cette photo-là dans une montagne de téras de photos. Et il faut savoir que les clients payent la photo au téléchargement et l'utilisation est limitée dans le temps. En l'occurrence, sur les Jeux Olympiques, quelqu'un qui prend la photo de Léon Marchand, il a le droit de l'utiliser pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, la photo, elle est considérée comme une archive et il doit racheter la photo s'il veut pouvoir l'utiliser sur un temps plus long. Donc, un média, il faut au moins qu'il achète sa photo 2 fois en définitive. Et en termes de rémunération, il faut savoir que la rémunération, c'est 50% pour le photographe et 50% pour l'agence. Ah, c'est vrai que la mécanique de ces agences, on la met pas, à mon avis, assez souvent en lumière. Et l'article de Phototrend est hyper intéressant parce qu'en fait, ils sont vraiment... c'est la pièce maîtresse en fait de tout ça. C'est que nous, on arrive, on consomme du contenu, on consomme des photos, mais on sait pas exactement comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et j'imagine la rigueur et j'ai envie de dire l'organisation quasi militaire qu'ils doivent avoir pour traiter, mettre à disposition ça dans un délai qui est extrêmement court. Ouais, parce que l'archive de l'agence de presse, c'est 73 millions de photos numériques et 20 millions d'images argentiques. Et évidemment, il n'est pas passer 3 jours à chercher une image, donc il faut qu'on puisse taper quelques mots-clés et automatiquement la photo elle remonte, quoi. Donc il faut une curation qui soit ultra léchée. Et on revient sur les photos marquantes des JO, mais c'est vrai que ça a commencé avant les JO. C'était assez incroyable. C'est 2 jours avant les JO. Il y a eu un alignement en fait entre les anneaux, la Tour Eiffel et la Lune, mais un alignement vraiment parfait qui arrive, le genre de truc qui peut arriver qu'une fois par an parce que la Lune n'est jamais au même endroit. Et ils sont arrivés. Alors ici, moi je trouve que c'est la plus jolie parce qu'elle est incrustée sur l'anneau du milieu. Certains l'ont incrustée sur l'anneau en bas à gauche,
Mais c'est vrai que c'était absolument magnifique d'avoir la lune comme ça dans les anneaux, et c'est fait sans trucage, hein. Je le précise. On a vu des beaux moments aussi au JO où on a vu des photos historiques, hein, entre des athlètes qui sont de la Corée du Nord, la Corée du Sud et chinois sur le même podium. Et ça montre bien que, et on va en parler dans l'article juste après, que c'est l'émotion qui est aussi beaucoup... Parfois, c'est pas juste la photo de sport en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'il y a sur cette photo de sport et le contexte qui est derrière. C'est pas juste... Là, c'est vrai que quelqu'un qui le voit comme ça, il se rend pas compte. Mais le contexte qui est derrière fait que elle a une signification. Et là, celle-là, c'est pareil. Elle est top, la photo est pas belle. Non. Il n'y a pas beaucoup de belles photos de ce moment-là. Mais on les voit, les deux qui regardent si leur copain si français... le copain, il est avec eux. Ah oui. Et juste derrière, et il y a des photos où on voit il n'a pas passé la ligne, il est déjà en train de s'occuper de ce qui se passe derrière, quoi. Ouais, et ça confirme parfaitement ce qu'on va voir dans l'article juste derrière, c'est le contexte, l'émotion, et là cette photo, ces deux photos précédentes sur la compète de BMX, pardon, elles sont effectivement, comme tu le dis, elles sont pas belles, mais tu les regardes, si t'as suivi l'événement, t'es obligé d'avoir un sourire parce qu'elle est incroyable. Moi, je l'ai vue en direct. C'était incroyable en plus voilà, on prend les trois médailles sur la compète, mais voilà, c'était assez fou. Et là, c'est le contexte, c'est l'émotion, c'est les copains, on est tous contents d'avoir gagné. Enfin, c'était trop beau, clairement. Et du coup, voilà, l'article de Petapixel qui est hyper intéressant, où ils interrogent en fait une photographe de sport renommée qui était présente sur les JO de Paris, notamment, comme on le disait, que voilà, comme elle l'explique, hein, ses photos de sport préférées sont pleines d'émotions. C'est l'émotion à la fin d'une épreuve, l'effondrement à la ligne d'arrivée, célébration assise sur une ligne d'arrivée, un jet d'eau dans les airs. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est ce qu'elle explique sur à la fois la préparation en amont et également le travail d'équipe. Ce qu'elle dit, c'est que pour justement réussir à retranscrire en direct des émotions, il faut avoir du contexte, et elle explique que les photographes justement suivent les athlètes les plus en vogue et qui ont le plus de potentiel pendant des semaines et voire des mois avant la compétition, sur des compétitions mondiales de préparation, on va dire, aux Jeux Olympiques. Et du coup, le deuxième point qui est hyper intéressant, c'est le travail d'équipe. C'est que on peut se dire à chaque fois, comment les photographes ou le photographe arrive à capter l'instant précis, la photo parfaite. Et c'est là où elle dit que c'est un travail d'équipe, et je trouve que c'est hyper intéressant. Nous aurons un minimum de 5 photographes à chaque séance de natation, ce qui nous permettra de couvrir plusieurs angles. Je suis toujours sûr que si quelque chose m'échappe, ou si je suis pas dans la meilleure position pendant un moment, quelqu'un d'autre de l'équipe Getty Images s'en chargera. Ouais, non, mais en tant qu'amateur, c'est souvent frustrant de se dire, mais j'y arrive pas, je suis nul, il me faudra un nouveau boîtier, je suis jamais à la bonne position. Et en fait, c'est juste que dans la photographie de sport, vous savez jamais dans quel angle vous allez devoir prendre l'action. Et là, ils le disent bien, hein, les professionnels, ils n'ont pas de secret. C'est juste que c'est étudié pour qu'il y ait un mec devant, derrière, à gauche, à droite, dans l'angle. Et il y a toujours un mec qui va forcément avoir le bon profil et l'image qu'il faut, en fait. Et avec la technologie, à un moment donné, il faut être plusieurs, en fait. Et avec la technologie, maintenant, c'est ce qu'elle dit un peu plus bas, c'est même plus forcément un mec, c'est que parfois c'est un boîtier qui est positionné à un endroit, qui est piloté à distance et qui permettra d'avoir cette photo si à un moment donné, il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et l'autre point que moi j'ai bien aimé dans son retour d'expérience sur les JO justement, c'est qu'elle explique une grosse importance au niveau de l'arrière-plan, et c'est vraiment le point, et on le dit souvent nous dans la composition, quand on oriente un peu les gens, faites toujours attention à l'arrière-plan, regardez, il y a toujours des petits détails, il y a un truc qu'on peut déplacer qui rendra la photo meilleure, etc. Et ce qu'elle explique au JO, et ce qui est assez appréciable, c'est qu'il y a effectivement une faible présence des marques sur les panneaux publicitaires. Il n'y a pas de panneaux publicitaires quasiment au JO, hormis les anneaux olympiques, hormis le Paris 2024. Et donc forcément, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus sobre. Donc ça, c'est un point intéressant. Et le deuxième, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'ils mettent tellement d'importance dans justement l'arrière-plan
qu'ils vont même faire des simulations. Là, on voit très bien sur l'image de Maddie Meyer qu'elle se prépare. Tu as quelqu'un qui est là sur le juste sur le plongeoir, ça s'appelle, non? Ça s'appelle comme ça? Ouais, qui fait semblant. Ouais. On a quelqu'un qui est là sur le plongeoir qui fait semblant de plonger pour justement voir comment est l'arrière-plan, comment le nageur va se positionner dans la composition de l'image. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans tout ce que tu as dit là depuis le début, c'est que c'est pas juste un mec qui techniquement sait prendre des photos. C'est quelqu'un qui connaît son sport, l'a suivi pendant longtemps pour savoir qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, quelles sont les rivalités entre les pays. C'est quelqu'un qui, avant d'aller sur les Jeux Olympiques, a fait des recherches sur quels sont les meilleurs cadrages, quels sont le type de photos qui se donnent pour objectif d'avoir. Donc, elle planifie les types de clichés qu'elle veut obtenir. Et c'est quelqu'un qui, quand elle arrive sur place, essaye de préparer quel va être mon arrière-plan si je me mets à droite du plongeoir, à gauche du plongeoir, qui fait des simulations. Et en fait, c'est énormément de préparation. C'est-à-dire que quand on voit ce cliché-là, top, de Léon Marchand qui plonge, en fait, c'est parce que juste avant, elle a fait énormément de travail de préparation et c'est pas juste j'arrive là avec mon nouveau Canon R1, j'appuie et j'ai cette photo. Elle est recherchée. Peut-être que là, elle voulait le panneau ici, US Olympic Team Triumphs, qui donne le contexte de à quel moment cette photo a été prise. Donc, c'est pas du tout Léon Marchand. Hein. et du coup, tout est planifié, en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout a un sens et je sais plus exactement à quel endroit elle en parle, mais elle va même jusqu'à expliquer que les photographes étudient les nageurs ou autres qui ont des tatouages, parce que souvent au moment des JO, forcément il y a plein d'athlètes qui se font tatouer les anneaux olympiques et du coup elles étudient s'il en a un, à quel endroit il l'a, comment elle va se positionner si elle veut le faire apparaître au moment d'une réaction. Donc il y a un travail d'investigation derrière et de fond qui est colossal. Bon là après elle rentre un peu plus dans la technique en disant bon c'est clair hein, que soit on utilise des vitesses d'obturation élevées parce qu'on a envie de figer le mouvement et en natation notamment on aime figer les gouttes d'eau parce que ça donne une sensation qu'il se passe quelque chose de voir ces gouttes d'eau-là. Soit ils ont l'opportunité de faire des filets, mais verticaux. Souvent, on voit en tout ce qui est motorisé, enfin la moto, la voiture, tout ça, des filets horizontaux. Et là, c'est vrai que des filets à 1/10 de seconde, lorsque le plongeur est en suspension entre le plongeoir et l'eau, bah, ça donne des photos aussi qui sont sympas et qui, encore une fois, comme ils arrivent avec le type de photos qu'ils veulent faire, c'est pas au moment où ils sont sur place qu'ils se disent je vais essayer ça, je vais essayer ça. Ils l'ont préparé avant et ils ont leur liste. En termes de matériel, elle utilise surtout du Canon, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où il y avait des photographes dans toutes les marques et c'est pas du tout ça qui était important pour eux. Il faut savoir que d'ailleurs, la plupart de ces photographes-là sont pas libres de la marque qu'ils utilisent. Là, typiquement, c'est Maddie Meyer, si j'écorche pas son nom, hein, c'est Maddie Meyer de Getty Images. De mémoire, pour avoir écouté plusieurs interviews d'elle, son contrat l'oblige à utiliser du Sony. Donc la majorité de ses photos sont faites en Sony. Et son matériel perso, quand elle est pas pour l'agence, c'est du Canon. Et ça fait pas vraiment énormément de différence entre les deux. Et donc, tous les photographes que j'ai vus, ils sont tous full autofocus, full rafale. J'en ai lu quasiment aucun qui dit non, la rafale, c'est pas bon pour moi, je fais du 5 images par seconde. Pareil, j'en ai lu aucun qui faisait pas confiance à l'autofocus. Et on en reparlera tout à l'heure parce que ça, c'est un peu cocorico, c'est vraiment un truc français. Ça a été des JO aussi qui ont été très robotisés avec des appareils photo qui ont été mis dans des endroits où il était impossible physiquement de se rendre au moment des épreuves, donc qui ont été préparés plusieurs semaines à l'avance. Allez, on enchaîne avec un moment humour. On est dans l'Oval et on voit une perspective du caméraman qui suit les cyclistes. Et en fait, on voit que le mec, il est en train de tourner comme c'est pas possible. Et ça, c'est pareil. Quand on regarde son image, on n'imagine pas qu'il y a un mec comme ça en train de tourner. C'est assez hallucinant, je trouve, à voir. Une autre photo hallucinante, absolument hallucinante, de Félix Lebrun. Et là, c'est pareil. C'est un instant fugace qui, vraiment, doit pas durer très longtemps. Hein. Mais alors, elle est magnifique, la photo. Et encore une fois, on est sur l'émotion. Enfin, c'est une magnifique photo. L'escrime, avec des photos d'ambiance. Regardez, toujours cet avant-plan où beaucoup d'espace négatif. C'est quelque chose
qui a vraiment beaucoup été utilisé, je trouve, pendant ces Jeux Olympiques. Des arrière-plans, bon, bah là, il est noir, c'est parfait, le sujet ressort bien, il y a de l'émotion, il est en l'air, enfin, c'est incroyable, quoi. Et parfois des vitesses lentes. Donc, c'est vraiment les 3 types de photos qu'on voit beaucoup, des vitesses lentes, de l'espace négatif, des cadres dans le cadre. C'est des photos que, généralement, le grand public fait assez peu parce qu'il n'a pas l'idée, finalement, d'aller sur ce genre de photos-là. Et évidemment, le surf avec cette photo qui est peut-être la photo la plus retweetée des Jeux Olympiques où on voit ce surfeur qui semble marcher dans l'air en fait. Il est droit comme ça avec sa planche qui est droite. Très 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 bizarre. Encore une fois, comme pour Florent Manodou tout à l'heure, beaucoup se sont demandé si c'était truqué et ça l'est pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit. Hein. En fait, il célèbre sa victoire. Ouais, voilà, exactement. Il saute sur la vague. Et en fait, la planche, je sais pas pourquoi elle se redresse. Lui, il se redresse. Et évidemment, il y a des photographes partout qui capturent qui figent cet instant-là qui a duré même pas une seconde. Et il faut savoir que sur le surf, le photographe qui a fait la majorité des photos, et c'est un photographe qui, lui, a fait les photos sous l'eau, alors que là, on voyait les photos sur l'eau. Il n'y avait qu'un seul photographe qui était habilité à aller sous l'eau pour prendre les photos des Jeux Olympiques. C'est un photographe qui s'appelle Ben Touar. C'est un photographe français qui s'est expatrié en Polynésie et qui s'est fait pour spécialité de faire des photos sous-marines de surf. Et ces photos à Ben Touar sont hallucinantes. Vraiment hallucinantes. Ça donne une perspective absolument folle. Je trouve que c'est des photos qui sont vraiment marquantes pour le coup. Et il en a beaucoup. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est des photos 2024. Ah, c'est donc, incroyable. évidemment, ça demande de la chance. Parce que il n'a pas la garantie que le surfeur va se passer là, qu'il va avoir la vague. Donc, il le dit. Il y a parfois des instants qu'il loupe. Mais on va voir son interview. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement. Cette photo-là, elle a été prise par un Nikon Z9, en l'occurrence, pour ceux que ça intéresse. Et il y a d'autres photos qui ont été prises par des journalistes de l'AFP. Et c'est Roch Laurent, donc un ancien maintenant de Canon, à qui on pense. Et si tu nous regardes, coucou Roch. Il nous regarde souvent. Salut Roch. Ouais. Qui effectivement a montré une autre photo qu'on a beaucoup, beaucoup moins vue. C'est un peu le jeu. Hein. C'est le mec, il a la même photo que celle qui a été ultra, ultra publiée partout. Mais elle n'avait pas été choisie par rapport à l'autre. Et pourtant, certains... Ouais, moi, je la trouve plus intéressante parce que forcément, le sujet principal est un peu moins je vais dire, prend moins d'espace en tout cas. Il est moins noir en fait, il est plus exposé. Déjà l'exposition, effectivement. Deuxièmement, je trouve que le fait d'avoir un angle plus large fait que les nuages, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça va super bien avec l'image. Et aussi, l'eau, la couleur de l'eau. Je trouve que la couleur de l'eau liée à l'exposition fait qu'on a quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant. Alors certes, on le voit moins, et peut-être qu'il y a aussi le fait qu'il est moins, il y a moins cet effet miroir, on va dire. C'est-à-dire que sur la précédente, on a vraiment l'impression que le surfeur, il est parfaitement parallèle à sa planche. Là, un petit peu moins. Mais par contre, je trouve le cadrage et l'image bien plus intéressante sur celle-ci, personnellement. Et donc, on arrive sur l'interview de Ben Touar, toujours sur Phototrend. De toute façon, tout s'est passé sur Phototrend. Tous les trucs, tous les investigations, les interviews. Ça, en France, je veux pas faire offense aux autres, mais il y a un peu Phototrend et les autres, je trouve. Donc là, en l'occurrence, photographe aquatique. Il est basé maintenant à Tahiti et c'est vraiment sa spécialité de capturer des images de surf. Et lui, il est au cœur des vagues. C'est-à-dire qu'il est sous l'eau. Son matériel, c'est un caisson étanche. Il travaille avec des palmes. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de lest. En termes de matos, lui, il utilise... il parle d'un Canon 1DX, donc il n'est pas passé à l'hybride visiblement, parce qu'il dit que son 1DX Mark III, il est capable de rester 6 heures sous l'eau, dans l'eau avec. Et quand il a l'opportunité, il utilise un Fujifilm moyen format. Et lui aussi, il vante évidemment les bénéfices d'avoir des rafales très rapides et de pouvoir faire des photos illimitées. Et là, encore une fois, c'est chaud. C'est-à-dire que il anticipe où est-ce que le surfeur va passer, son cadrage, tout en étant en apnée. C'est des photographes qui ont un talent qui sont fous et on voit ce genre de photos-là
hallucinant. Sur cette interview-là, j'avais juste envie de montrer un peu, parce que ça va faire le lien avec ce qu'on va voir après, à quel point, selon plusieurs photographes, ils n'ont pas la même approche. Quelle importance accordez-vous, vous, à la post-production? Et il dit, lui, très peu d'importance à la post-production. Il shoot énormément, il capture des milliers de photos, mais à la fin, il va en garder que quelques-unes. Il shoot en RAW, donc il ne fait pas du JPEG, lui, mais il se contente vraiment d'ajuster l'exposition, de régler le contraste, de récupérer des ombres ou des hautes lumières, d'accentuer la netteté, mais lui estime que c'est pas éthique de modifier la photo. Il supprime ou il rajoute jamais rien dans l'image. Et il dit, ceux qui font ça, à ce moment-là, ils sont plus photographes, ils sont créateurs digital. Ça, c'est vraiment quelque chose de... On va le voir tout à l'heure par rapport à un autre type de photo qui a fait beaucoup parler. Mais on voit qu'il y a, même chez les photographes professionnels, il y a vraiment une guerre des clans dans tout ça. Et après, il dit que quand il fait des expositions, il y a beaucoup de gens qui lui disent « Waouh, mais ça, c'est Photoshop, non ?» Et il dit « C'est dingue comme les mentalités ont changé sur ce point au fil des années, parce que dès que maintenant on voit une image qui sort de l'ordinaire, tout le monde pense qu'elle a été trafiquée. » Et il faut dire que voilà, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir induisent en erreur finalement les gens. Donc lui, il est vraiment contre la post-production et ça tranche vraiment avec les autres interviews de photographes que j'ai vus qui l'utilisent de plus en plus en fait. Voilà, et avant de quitter le surf, comment on va parler de ce moment-là où tous les photographes étaient les photographes qui étaient juste en train de faire des photos d'ambiance lors d'un coucher de soleil, ils voient une baleine sauter derrière. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade d'avoir cette chance-là. Et ça montre à quel point les photographes, ils shootent. Ils shootent tout le temps. Ils font des milliers, vraiment des dizaines de milliers de photos. Et de temps en temps, il se passe un truc qui sort de l'ordinaire. Allez, on quitte le surf, on retourne dans Paris avec cette photo-là des épreuves de cyclisme. Absolument fou. Un monde pas possible. Et, on le disait tout à l'heure, beaucoup de photographes de sport ont vraiment joué beaucoup avec les anneaux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la photo du moment. Ils réfléchissent où est-ce qu'il y a des anneaux dans ma scène et où est-ce que je peux mettre pour inclure mes anneaux de façon à ce que les anneaux soient parfaitement visibles dans la scène. Et c'est le cas ici. On voit que le cycliste, il est dans le rond et on a aussi les anneaux olympiques aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, énormément de préparation. Et ça a été vu et revu. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire la même chose sur le skate. Là, l'arrivée au cyclisme avec les anneaux qui sont juste au-dessus de la tête, tout ça, c'est par hasard. C'est préparé. C'est vraiment préparé. Celle-là, elle est vraiment préparée pour moi. Mais même peut-être en collaboration, on va dire, avec le cycliste, s'il était favori ou autre. Parce que là, vraiment, on dirait que le photographe, il savait qu'il allait être là pile poil à ce moment-là. La position, elle est parfaite. Les bras, enfin, là, pour moi, celle-là, elle est incroyable. Mais c'est sûr que c'est préparé. Il y a une préparation. C'est impossible de savoir que ça va être lui qui va avoir de l'avance. Mais c'est fou. C'est fou. Après, je ne sais pas si celle-là, elle n'a pas été refaite peut-être après la course. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas le contexte, mais c'est vrai que c'est des photos avec les anneaux qui sont assez folles. Qui sont vraiment, vraiment folles. On va passer à la natation, on n'en a pas parlé. La natation, bon, évidemment, c'est Léon Marchand. Mais il y a quand même une particularité avec les photos de natation qu'on a vues, c'est que beaucoup de photos sont prises sous l'eau. C'est-à-dire qu'on voit cette photo-là qui a beaucoup été diffusée. Clairement, il n'y a pas de photographe sous l'eau. Donc, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire qu'il y a des appareils robotisés, en fait, qui sont contrôlés à distance, qui sont positionnés sous l'eau. Et c'est quelque chose qui est français, Cocorico. À ma connaissance, c'est fait en collaboration avec les équipes de Nikon, puisque moi, je me souviens au moment du lancement du Z6 III, je suis en relation avec le responsable des professionnels, Ludovic. Coucou, si tu nous écoutes, qui généralement vient me présenter les nouveautés à la maison. Et c'est la seule fois où il n'a pas pu. Et il me dit, Damien, je peux pas. Je suis trop occupé. Et il était en train d'organiser tous ces robots qui ont été utilisés aussi bien sur la natation, mais plus. Donc là, typiquement, il est passé à... Donc là, c'est le photographe, François-Xavier Marie. Lui, c'est le photographe de l'AFP. Ludovic, dont je parle, lui, il est support Nikon. Donc, il est plutôt sur les caméras. Et donc, en l'occurrence, pour arriver à faire ce genre de photo qui est l'instant où finalement le nageur rentre dans l'eau, en fait, c'est déclenché à distance. C'est-à-dire que concrètement, ils ont dû aller dans la piscine olympique. Donc là, on les voit en train de préparer leurs robots. Et ces robots-là,
ils sont ventousés en fait. Là, on voit la ventouse ici. Et on voit, ça c'est la caméra en fait. Voilà, et là on le voit. Et donc ils ont des appareils photo comme ça, contrôlés avec un câble, qui sont pointés dans des endroits stratégiques et déclenchés à distance depuis les gradins pour essayer de faire ces photos-là. Et ça, c'est quelque chose qui développe depuis plusieurs Olympiades. C'était un projet de base qu'ils ont réussi à diffuser en fait et à vendre au CIO, entre guillemets, hein, pour avoir cette autorisation-là. Et il faut savoir que ça n'a pas été fait uniquement pour la natation. Donc ils l'ont fait pour la natation, mais pour avoir les meilleures photos de la cérémonie d'ouverture, il fallait être positionné au-dessus des gradins officiels sur lesquels il y avait les chefs d'État du monde entier. Autant dire qu'il n'y a aucun photographe qui va au-dessus de ces mecs-là. Et donc, pour la cérémonie officielle, ils ont dû préparer des trusses comme ça, qui sont allés installer sur place avec des caméras. Donc là, c'est Antonin Tullier, hein, rédacteur en chef aussi, qui travaille à l'AFP et qui bosse beaucoup, ces gens-là, avec Nikon. Et en fait, ils sont allés, je crois qu'ils sont presque 5 ou 6 semaines avant la cérémonie, hein, installer des caméras qui ne pourront plus toucher après. C'est-à-dire que s'il se passe le moindre truc, ces caméras-là, après, on ne peut plus y aller. Tout est sécurisé. Ces caméras-là, elles étaient dans des angles et des positions qui permettaient d'aller faire les meilleures photos qu'on a vues au moment de la cérémonie et qui ont fait des clichés absolument dingues, notamment avec les lasers de la Tour Eiffel le jour de la cérémonie. Donc tout ça, énormément maintenant de robots et de caméras à distance, contrôlées à distance, qui permettent de faire ces photos-là. Et ça fait la transition vers un autre article de Petapixel qui parle un peu de la technologie. Donc là, avec un autre photographe qui s'appelle Nick Dicklick, qui couvre les photographes qui couvre les JO depuis près de 50 ans, donc qui connaît bien la photographie et qui dit à quel point tous ces nouveaux appareils, quand même, ça a vraiment changé leur métier et ça leur rend vraiment le travail beaucoup, beaucoup plus facile que c'était. Alors lui, il shoot en Sony avec le Sony A9 III et il dit à quel point le 120 images par seconde, il dit que ça lui donne la garantie d'avoir plus de choix dans ses photos et d'avoir le micro-instant que les autres vont pas forcément avoir. Et là, par exemple, il montre cette photo de boxe, hein, où on voit tout le visage qui se déforme, et il montre à quel point, même à 120 images par seconde, en fait, il n'y a qu'une seule photo à 120 images par seconde qui donne ces rides-là qui vont jusqu'au cou ici. Il n'y en a pas deux, en fait. Il n'y en a qu'une seule, et à 30 images par seconde, lui dit, on n'est pas sûr de l'avoir. Il met aussi un appareil que, à ma connaissance, Sony est le seul à avoir, un appareil qui est peut-être peu connu du grand public. C'est une connexion 5G. C'est-à-dire que Sony a cet appareil qui existe, qui est connecté à l'appareil photo. Et en fait, il y a le lien sans fil qui se fait entre les deux et une connexion très, très rapide qui permet d'envoyer les images aux agences de presse très, très rapidement. C'est quelque chose qui, il y a quelques mois, hein, qui n'existait pas avant et qui simplifie le travail des gens qui travaillent en Sony. Et il montre à quel point tout ça, ça lui permet de travailler. Avant, ils étaient filaire, c'est-à-dire qu'un photographe qui se met à un point, il ne peut pas bouger, et que grâce à ça, il est capable de faire du sans-fil et donc de se déplacer dans son environnement pour avoir des photos qui sont complètement différentes. Et ça permet d'ailleurs de voir une image des robots qui étaient ici dans le Grand Palais, je crois, ceux-là. Non, c'est dans le site de la gym olympique. Donc on voit tous ces robots-là, il y en a tellement des robots comme ça sur tous les sites. Et ces robots-là, voilà, ils sont contrôlés comme ça par des applications qui permettent à la fois de les orienter, de zoomer, de changer les paramètres. Le photographe là, pourtant il n'a pas d'appareil photo d'entre les mains, mais il est pourtant vraiment en train de faire de la photo en fait, et des photos qui vont être peut-être les plus regardées parce que c'est des angles que personne d'autre peut avoir finalement sur le terrain. Et on parlait de la 9.3, qui est le premier appareil à avoir un global shutter et donc une garantie de ne pas avoir de bending. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est de voir cette photo-là qui est presque restée 24 heures sur le monde, où on voit Léon Marchand arriver au Club France. Et on voit un bending sur toutes les photos de cette session-là. On voit un bending absolument énorme issu d'éclairage. Et c'est quand même fou de se dire que le seul qui aurait eu la garantie de ne pas avoir de bending, c'est le Sony A9 III. C'est comme ça, hein. Je dis évidemment, on peut faire 100, mais cette photo-là, sélectionnée, alors qu'il y a des dizaines de milliers de photos et qu'il y a des bandes comme ça veut dire probablement qu'ils n'avaient pas mieux. Et les bandes, elles étaient bien là, quoi. On va passer, tout à l'heure on disait, la post-production, c'est pas bien. Un des types de photos qui a été le plus populaire pendant ces Jeux Olympiques, c'est la multi-exposition. Et cette photo-là, du 100 mètres, est une photo qui a fait beaucoup, beaucoup parler. En fait, la multi-exposition, ça consiste
à prendre le sportif à plusieurs étapes de sa prestation et en fait de donner une meilleure vue. En fait, c'est un mix entre la photo et la vidéo. La photo en étant un instant figé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. La vidéo, on voit la progression. Là, on n'a qu'une photo et pourtant, on voit bien la progression. Et on voit bien le vainqueur ici, Noah Elias, qui arrive premier. On voit bien à quel point au départ, il était mal barré, il a dû remonter. Et évidemment, c'est quelque chose qui est fait sous Photoshop. C'est quelque chose, on va Phototrend encore une fois faire un article sur ça, donc on verra là comment on fait ça, mais c'est extrêmement simple à faire sur Photoshop. Ça nécessite juste d'avoir une rafale rapide. Encore une fois, c'est une photo qui n'est faisable que parce qu'aujourd'hui, on a des rafales rapides. Et c'est pas la seule photo qui en profite, puisque on l'a vu au concours équestre ici. C'est trop beau. C'est vrai que c'est trop beau d'avoir tous ces... Ça donne même une image d'une journée entière, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé, des cavaliers qui sont passés, de qui est tombé. C'est la journée entière en une seule photo, en définitive. Ça donne encore plus de vie à la photo, ouais. Là, on voit tout ce qui s'est passé sur le tatami. Enfin, je sais pas comment on appelle en gym le sol, mais on voit toutes les gymnastes qui sont passées, qu'est-ce qu'on fait, qui est tombé. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et c'est un type de photo qui, avant ces Jeux Olympiques-là, a très peu été utilisé. Ici, c'est la même chose à l'escrime. Évidemment, c'est pas fait au hasard. C'est-à-dire que ils font en sorte que ça se touche pas. C'est-à-dire que le cadre reste strictement le même, mais ils sont pris à des positions où personne se touche. On a l'impression qu'ils sont tous en même temps sur le sol. Et si ça vous intéresse, il y a ce compte-là, GeoFlowway, là, qui ne publie quasiment que des photos comme ça pour montrer un peu les possibilités. Et alors, on voit des choses un peu originales, notamment ici sur le saut en hauteur. Donc, ça dépend où vous mettez les limites, mais on le voit sur le tennis, on le voit sur le lancer du poids. Et lui, il fait que ça. On le voit même sur l'ovale, il ne fait que ça. Et c'est un type de photo qui, vraiment, pendant les JO, a eu plus de succès que les autres parce que on n'a pas l'habitude de voir ça, tout simplement. Et donc, Phototrend nous explique un peu comment c'est fait, mais en fait, c'est extrêmement simple à faire. Ce n'est qu'une rafale. C'est-à-dire que vous vous mettez sur trépied parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. Il ne faut pas que le cadre bouge, en fait, si vous voulez vraiment l'assembler sur une durée un peu longue. Il vous faut un boîtier qui fait une rafale d'au moins 20 images par seconde, mais plutôt plus. 20 images par seconde, c'est un peu... pour moi, c'est vraiment limite pour ce genre de photos-là. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la rafale et ensuite de prendre les photos dans des moments où, justement, ça ne se touche pas. Donc là, on voit que c'est juste. Il prend la photo juste au moment où ça ne touche pas le pied ici et pas le pied ici. La photo quand elle tourne ensuite. Donc, et on a Simone Biles à toutes les positions de la photo. Et évidemment, c'est fait sous Photoshop, mais c'est d'une simplicité. Là, cette photo-là, en l'occurrence de Simone Biles, elle a été prise au 600 mm f4. Bien imaginer que le gars, il est méga loin. 600 mm f4. Donc, il est dans les gradins, probablement, de l'autre côté de la salle, quoi. Sky is the limit, quoi. Mais clairement, un type de photo très, très en vogue. Si vous avez envie de vous amuser, que vous faites des épreuves de sport, essayez de faire ce genre de photo-là. Je pense que votre photo va avoir beaucoup de succès. Un autre exemple sur le saut en hauteur, où là, évidemment, il a fallu réaligner un peu tout ça. On a l'impression que le bac à sable, il est immense. C'est que de la post-production, là. Quand on repense au photographe qui faisait le surf, qui disait « Je déteste ça, c'est pas bon » et compagnie, il doit pas aimer ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de post-production de photographes de sport qui recadrent et qui retouchent. Allez, quelques photos de plus des JO. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la finale de basket avec des photos qui étaient dingues. Il a dit qu'il allait s'en faire un poster. Mais on a cette photo avec LeBron James. Donc, si vous connaissez pas bien le basket, LeBron James, c'est l'équivalent de Michael Jordan de notre époque moderne, quoi. C'est un monstre. Mec, il a 40 ans, je crois. Il a 40 ans, là, cette année. Mais le mec, c'est une machine, encore. C'est une machine. Il a un physique, il a une taille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas le bonhomme qu'on renverse, en fait. C'est lui qui renverse tout le monde qui traverse le terrain, mais lui, on le renverse pas, en fait. Et on voit donc le basketteur français Yabusele qui, littéralement, roule sur LeBron James, et il y a d'autres angles où on voit les yeux de LeBron James. Et regardez, on voit les appareils photo, là, des appareils photo donc robotisés, contrôlés à distance, qui sont mis derrière le panier qui est transparent et qui, évidemment, capturent encore d'autres images. Donc, on voit que les appareils et les vidéos sont partout, vraiment partout. Mais cette image, elle est folle, elle est vraiment folle. La dynamique, on voit, enfin, il y a tout.
Et là, c'est la même chose. Ça nous a fait mal, les 3 points. On va pas se mentir, ça nous a fait mal. Mais on voit Steve Curry qui met un 3 points au-dessus de Victor Wembanyama, qui est le joueur le plus grand qui existe. Il fait passer la balle au-dessus de Victor Wembanyama. Enfin, c'est des images qui sont absolument folles. Et puis, à une distance, je l'ai plus en tête, mais tu te dis, quand il commence à shooter, tu te dis, c'est impossible qu'elle rentre, mais c'est improbable. Et boum. Et cette image-là aussi, elle est folle avec les décathloniens. On se demande si elle n'a pas été prise avec un drone. Je vois pas du tout parce que là, ils sont juste dans les airs, en fait. Le photographe, là, il est dans les airs. Donc, je vois pas comment ça a été pris. Mais encore une fois, à un angle où on voit que les mecs, ils sont rincés, ils en peuvent plus, quoi. Et c'est tout le monde pareil. Et puis, autre photo qui a beaucoup fait réagir, qui est même devenue virale et qui a été repris énormément, c'est la photo du tireur turc Yusuf Dikes, qui a été du coup médaillé d'argent à l'épreuve de tir et qui arrive en fait à l'épreuve la main dans la poche. Lui qui explique que c'est pour garder plus de stabilité, mais c'est vrai que ça a beaucoup fait, ça a beaucoup tourné et du coup il est devenu, cette posture a été même repris par pas mal d'athlètes en célébration et on le voit juste après où on a le perchiste Duplantis, suédois Duplantis qui a battu le record du monde qui la reprend. On a deux autres athlètes australiens et jamaïcains qui le reprennent également et du coup suite à ça ce qui est assez marrant, c'est que le tireur, il a été déposé. En fait, il a fait une demande pour déposer sa pose nonchalante qui était devenue virale pour éviter des reprises commerciales, parce que je crois qu'il y avait des t-shirts qui avaient commencé à être faits, etc. Et du coup, il a déposé une demande auprès de l'Institut turc de la propriété intellectuelle pour protéger l'utilisation commerciale de la pose qu'il a rendue célèbre au JO de Paris 2024. Ça aussi, c'est rigolo. Hein. En fait, il a une attitude, on a l'impression que dans un film, le mec... On n'a pas l'habitude de voir aux épreuves de tir des poses de ce type-là. Généralement, les mecs, ils ont les lunettes, ils sont suréquipés. Et lui, il arrive et il met la main dans la poche et boum, il file une médaille d'argent. C'était marrant. Allez, quelques statistiques proposées par Jeff Cable, qui est un autre photographe américain qui a fait les JO. Lui, il est resté 22 jours à Paris. En 22 jours, il a marché 337 km. Il estime qu'il a fait des nuits environ de 5h45, qu'il a passé 25 heures dans les différents métros, que 600 € de taxi. Il a couvert 49 événements différents des Jeux Olympiques. Il a pris 85 000 photos. Sur les 85 000 photos qu'il a pris, il en a gardé 25 000. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 25 000 photos sur 85 000, quand on fait une rafale, ça veut dire qu'il ne trie pas tant que ça en définitive. Ça fait 342 gigas de photos. Ça, c'est probablement une grosse différence entre les photographes et les vidéastes. C'est que moi, je trouve que 342 gigas, c'est pas beaucoup, quoi. En 22 jours, c'est pas un volume énorme. Dire, tu fais 1 heure de vidéo, tu as ce volume-là, quoi. Il a écrit 42 blogs donc, sur son site internet qui sont très intéressants à lire. Moi, je les lisais tous les jours. Il y a une donnée intéressante juste au-dessus qu'on n'a pas pris, c'est ses images favorites. Ah oui. C'est-à-dire que sur les 25 000 qu'il a gardées, et c'est ce qu'il dit, il en trouve vraiment pertinente que 266. Et donc lui, il a été suivi par presque 700 000 lecteurs pendant la durée des Jeux Olympiques. Donc c'est un photographe qui a été quand même assez médiatique, même si finalement, j'ai pas repris tant de choses pour préparer ce podcast. Allez, on termine en photo par quelques photos de plus qu'on a vues. Ici, ce qui est intéressant avec cette photo, c'est tous les smartphones, en fait. Il y a la vasque, il y a les gens, mais la multiplication des smartphones partout sur la photo, c'est quand même quelque chose. Évidemment, c'était la foule. Énormément, les agences de presse ont commandé énormément de photos d'ambiance, c'est-à-dire que pas juste des photos des sportifs. Ces photos-là, prises d'hélicoptère cette fois-ci. Et on le voit, ce dont on parlait tout à l'heure, avec la tribune officielle qui est ici en bas, et c'est les caméras robotisées dont on parlait, elles sont sur cette poutre ici là, qui sont au-dessus des gradins officiels en définitive, et qui donc forcément vous donnent une perspective que personne d'autre pouvait avoir. Et enfin, et on les oublie pas évidemment, il y a les Jeux paralympiques qui sont en train de se faire maintenant, qui peut-être qu'on en fera un autre épisode si celui-ci a du succès. Mais il y a eu la cérémonie d'ouverture avec encore une fois des photos absolument dingues et les sportifs absolument dingues, et on est en train de refaire tout ce qui avait été fait cet été. Donc évidemment, on n'oublie pas les Jeux paralympiques. Si cet épisode vous a intéressé, sachez qu'il y a Pepe Garcia sur sa chaîne Pepe World qui a sorti une vidéo qui s'appelle Les coulisses techniques
de toutes les images diffusées pendant les Jeux Olympiques de Paris. C'est une vidéo de 35 minutes dans laquelle il parle d'un autre centre qu'on n'a pas vu, puisque lui, il parle de la vidéo. Donc, il parle de toutes les caméras qui étaient installées absolument partout, comment elles étaient installées, comment tout ça arrivait en fait finalement dans un centre qui est là pour trier toutes ces images-là avant que ça arrive sur votre télévision. Donc là, c'est l'aspect vraiment vidéo des Jeux Olympiques, alors que là, on a couvert l'aspect photo. Mais là aussi, c'est une vidéo qui est absolument dingue à voir si vous ne l'avez pas vue. Voilà, pour ceux qui doutaient de l'avenir de la photo et de la vidéo, moi je pense qu'on vit dans une société qui n'est que photo et vidéo et que l'image n'a jamais été aussi importante finalement que de nos jours. Et je pense pas que les smartphones puissent un jour faire tout ce dont on vient de parler. Les smartphones, c'est très bien pour du souvenir occasionnel, mais là, on parle, je pense clairement qu'on arrive sur un domaine où les caméras sont pas prêts quand même d'être remplacées. Merci Douglas. Merci Damien, un grand plaisir. Et effectivement, je te rejoins et je vais conclure sur ça. On a pris un grand plaisir, un grand kiff sur ces JO et l'image a triomphé, comme tu le dis. Et c'est vraiment, vraiment très, très plaisant. Et j'espère que ça vous a intéressé cet épisode. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et comme d'hab, si vous voulez nous laisser un message sur le répondeur, il y a le lien dans la description et on vous répond au prochain épisode dans 2 semaines. Salut tout le monde. Salut tout le monde.